Une semaine alimentée par le conflit Ukraine-Russie, alors que les 3/4 des publications des entreprises du S&P 500 ont publié, on a eu des échecs de rebond, des pressions baissières qui ne se sont pas transformées encore en tout cas en panique, un certain flottement et d'hésitation quant à la situation d'inflation, et Vladimir, est-ce que j'y vais pas? Nous sommes donc en plein milieu de ce qu'on appelle chez nous la lessiveuse. Acheter? Vendre? That is the question. Alors que la semaine était plutôt creuse en termes de publications macroéconomiques, le focus des marchés était sur les minutes du FOMC. Le compte-rendu de tout ce que les membres de la Fed se sont dit avant le discours de Jérôme Powell, ils tablent toujours sur une réduction de l'inflation qui, je rappelle, est à des records à 7,5%. Et s'ils se trompent, ce qui n'arrive jamais, sauf en 2021, ils reverront leur politique monétaire beaucoup plus rapidement que prévu. Si ça reste dans la même situation qu'aujourd'hui, ce sera une hausse des taux par trimestre, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement que le cycle de resserrement monétaire qui avait débuté en 2015. Rendez-vous donc le 16 mars pour savoir si les 65% de ceux qui ont été interrogés ont raison sur une double hausse des taux ou si c'est la team triple hausse des taux et ils sont 35% qui ont raison. Perso, je suis dans la team double. En tout cas, cette semaine, nous avons eu également les chiffres des prix à la production et on est à des niveaux élevés, jamais connus depuis au moins 10 ans. Le problème, c'est que c'est quand même régulier là depuis ces derniers mois. Et comme on le sait, si les prix à la production augmente, ça va se répercuter sur les consommateurs. Ah bah, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye, Y a pas un pigeon là qui veut payer? Ah bah oui, on n'a pas le choix en fait. La semaine prochaine sera un petit peu plus tumultueuse avec notamment les PMI, la seconde estimation du PIB aux États-Unis et focus surtout vendredi avec l'indice PCE. Les dépenses des consommateurs, c'est l'indice préféré de la Fed pour regarder un petit peu où en est l'inflation. Et c'est donc ce qui fera bouger les marchés et uniquement ça qui fera bouger les marchés. Le reste, on s'en... Attends, ça sonne, merde. Oui, allô? Oh, Vlad. Oui, non, je disais pas que le reste on s'en fout, non, pardon. Non, oui, c'est toi le maître du monde. Oui, c'est toi qui fais bouger les marchés, surtout toi, oui, pardon. Bah, tout le monde le sait, Oui, t'es beaucoup plus influent que Trump. Beaucoup plus que Powell. Ah bah, ça, c'est sûr, Et alors là, Elon Musk, t'es à un niveau... Ah bah, Elon Musk, avec le Dogecoin, c'est... fait bouger qu'un truc, Toi, tu fais bouger tout, les cryptos... Bravo. Tiens d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que ça te fait plaisir que certains prennent des décisions sur le marché en fonction de t'y vas pas? Genre, je retire des chars, mais en fait, j'envoie des soldats à la frontière. En gros, est-ce que ça te fait plaisir qu'il y ait des personnes qui tradent les news relayées par les médias, donc toujours avec un temps de retard, sachant qu'on sait jamais si c'est du bullshit ou pas? Ouais. D'accord. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que j'ai l'info avant, tu vois, comme ça, on se fait pas chier. Qu'est-ce qui va se passer là, du coup? Non, mais je le dis à personne, C'est vrai que tu vas faire ça. Ok. Bon, bah, bise, Vlad. Ouais. Il m'a dit un truc en vrai, j'ai rien compris. Je le dis juste à toi parce que... Merde, ça sonne. Oui, l'œil de Moscou. Oui, non, si, je connais. Ça me dit quelque chose, ouais. Allez, bisous. Bon, bah, j'ai l'info, mais je peux pas te le dire, du coup. Le point chaud cette semaine est vraiment axé sur l'inversion de la courbe des taux. Voilà, c'est l'inversion de la courbe des taux, quoi. Les taux, ils ont une courbe. Bon, bah, la courbe, elle est inversée. Du coup, c'est chaud. Voilà. Du coup, le point chaud, c'est ça, quoi. Bon, bah, pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est on peut mettre un like ou deux. On peut s'abonner à la chaîne, voilà. Comme ça nous occupe à peu près 2-3 secondes. Peut-être passer un petit coup. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. À court terme, les taux d'intérêt sont plus importants qu'à long terme. Donc ça montre que c'est plus risqué à court terme qu'à long terme, alors qu'à normalement, c'est l'inverse. Je m'explique. Quand tu empruntes, c'est exactement la même chose pour l'État qui émet des obligations, tu as plusieurs échéances, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, et en fonction de la durée, le taux est différent. Le taux normal, c'est celui qui est ici tout en haut à gauche. En partant du principe qu'à 2 ans, tu as beaucoup plus de chances de récupérer ton argent que à 30 ans. Donc, ça paye moins. Surtout si Trump se représente. Le risque, il est quand même de ouf. Jusque-là, ok. En bas à gauche, ça dépend du risque. Tu as une pente plus ou moins importante. En bas à droite, c'est plus aplati parce que le risque globalement est plus faible. Parce que là, on est bon. Mais en haut à droite, là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est ce qu'on appelle une inversion de la courbe des taux. C'est lorsque le rendement à court terme est plus élevé que le rendement à long terme. Les taux d'intérêt à 2 et 5 ans rémunèrent plus que le taux d'intérêt à 10 et 30 ans. Ça arrive lorsque le pays n'est pas au top. On pourrait avoir des problèmes de remboursement. Donc ceux qui ont de la dette à court terme se cassent, vendent leurs obligations, ça fait baisser le prix des obligations, augmenter les taux d'intérêt. Sauf que ce problème notamment d'inflation, c'est un problème à court terme. Et à long terme, tous ces problèmes vont être résolus parce que
Ils sont malins, les Américains. Bah oui, hein, c'est une crise de court terme seulement. Donc le risque à long terme est moins important que le risque à court terme. C'est la raison pour laquelle les taux d'intérêt à long terme sont plus faibles. C'est donc ce qui est en train de se passer aux États-Unis, avec une inflation aux États-Unis qui est en train de faire augmenter les taux d'intérêt à court terme, se diffusant donc sur des échéances courtes, à 3 mois et à 2 ans, car la Fed n'a absolument aucun pouvoir sur les taux longs. Le bon côté des choses, c'est qu'effectivement à court terme, il y a quelques craintes concernant l'inflation, mais qu'à long terme, ça va être résolu et que ça va baisser plus tard. Le problème, c'est qu'à court terme, on est en surchauffe économique. Tension inflationniste, hausse des taux égale ralentissement de la croissance économique. Et généralement, lorsqu'on a une inversion de courbe des taux, c'est considéré comme... accroche-toi le slip, le déclenchement d'une récession à moyen terme. Ici, c'est le graphique du spread, c'est-à-dire l'écart de taux à 10 ans par rapport au taux à 2 ans. Lorsqu'il s'approche de 0, voire il passe en dessous, inversion de courbe des taux. Depuis 1960, c'est arrivé à 9 reprises qu'on ait cette inversion de courbe des taux, et 8 fois sur les 9, on a eu une récession derrière. En 2018, le marché d'ailleurs avait perdu entre 15 et 20% pour ces raisons. À surveiller donc, on va peut-être pas se tailler les veines tout de suite. Sinon, les entreprises vont bien, en tout cas pour les 3/4 d'entre elles qui ont publié. 75% de mieux que ce qui était prévu. Ici, c'est le graphique par secteur d'activité, et on voit que les secteurs qui surperforment, c'est la techno, le secteur de la santé et les industries. Parlons luxe cette semaine avec les publications notamment de Kering. Tout va bien avec un bénéfice qui s'envole de près de 50%, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, notamment Hermès, où la vente de sacs a baissé de 5% sur le dernier trimestre, et effectivement, à Paris, il y a moins de touristes. Et c'est en France que le niveau d'activité d'Hermès n'est toujours pas revenu à ses niveaux d'avant Covid. Chiffre d'affaires quand même 2,38 milliards d'euros, mais c'est pas assez par rapport aux 2,5 milliards d'euros attendus sur le trimestre dernier. Passons maintenant à... oh putain, on dirait le graphique du Bitcoin. Ah mais c'est pire que le Bitcoin en fait. Ah bah comme quoi, hein, finalement, bah l'un dans l'autre. C'est quoi ça? Ah c'est PayPal, à moins 66% quand même, hein, pas mal. On en avait déjà parlé, elle s'arrête pas. On est à peu près sur la même lignée. Oh purée, c'est quoi ça encore? Ah c'est Facebook, Meta, dis donc. À 50% quand même, hein. Ah toute la tech se fait arracher. N'a pas une autre là? Ah Shopify, pas mal, moins 25% sur la semaine. C'est bien ça aussi. Profit warning. Il y a moins de contraintes sanitaires. Il y a plus de personnes qui vont dans les magasins. Visiblement pas chez Hermès, mais ailleurs. Avec une inflation qui pèse sur les dépenses à court terme. Bon, bah en fait, on n'est pas vraiment sur des bonnes nouvelles. On va se tailler les veines du coup. Ah non, on a une... ah, il y a une bonne nouvelle là. Alors, fais voir la performance moyenne du SP500 là. Depuis 70 ans, là on est 3 trimestres avant les mi-termes aux États-Unis. C'est les élections de mi-mandat. C'est pour voter le renouvellement des 2 chambres du Congrès. Et ben, depuis 70 ans, en fait, c'est des trimestres pourris du coup. Non, mais en fait, non, mais je pense qu'on va y aller du coup. Cette semaine sur les marchés, on l'avait prévu, c'était une grosse lessiveuse dans tous les sens des va-et-vient entre les 2 bornes des indices. En bas, les gros niveaux weekly qui pour le moment tiennent, même s'ils se font un peu titiller, et les gros niveaux de résistance. Finalement, on est dans des petits ranges au sein de gros rangs, que ça soit sur le SP500, le DAX, le CAC, le Dow Jones et j'en passe. Je t'avouerai que cette semaine, j'ai pas été très actif. C'est vrai que les flux n'ont duré qu'une journée, voire moins. Je vais continuer a priori à acheter le bas de range si les indices me donnent des signaux positifs. Faut pas pourquoi je changerai en fonction des news de Vladimir, quand bien même ça a un impact à court terme, certes. L'argent, lui, est revenu tout là-haut sur les 24 $. On en a parlé depuis ces dernières semaines. C'est la 3e fois qu'on le paye depuis le mois de septembre sur ce gros niveau. Et enfin, ça paye. La tendance est toujours positive, pour autant j'atteins mon premier gros niveau, ce qui me permettra de clôturer 50% de la position totale, parce qu'entre temps il y a eu des renforts, des sorties, des renforts, machin, etc. Je vais donc en lâcher une partie, mais le reste je vise toujours au-delà des 26 $. C'est la même chose aussi pour le gold, qui s'est plutôt bien comporté cette semaine, qui profite a priori du conflit Ukraine-Russie, que la Fed finalement ne va pas trop s'énerver sur ses taux, et que le dollar américain ne s'emballe pas plus que ça. On a également le recul du taux à 10 ans aux États-Unis qui revient un peu en dessous des 2%. C'est donc plus attrayant pour les acheteurs étrangers d'acheter de l'or que du taux à 10 ans aux États-Unis. Et toute cette remontée est également soutenue par les flux entrants au travers des ETF qui, depuis ces dernières semaines, sont en mode pumpage. Il n'y a malheureusement pas eu le fameux short squeeze que j'attendais sur les cryptos. On a eu à l'inverse des échecs sur ces fameuses MM50 daily qui étaient au-dessus de la tête et qu'il fallait justement péter pour que tous ceux qui sont baissiers et short se rachètent, provoquent un excès haussier, etc. Mais bref, ça n'a pas eu lieu du coup. Disons que le catalyseur Ukraine-Russie,
ça n'a pas ambiancé les choses. La mise en place en plus potentiellement aux États-Unis d'une régulation sur les cryptos annoncée par Joe Biden la semaine prochaine, ça n'a pas non plus arrangé les choses, même si j'estime que ça a plutôt un impact à court terme et c'est plutôt positif à long terme, mais bon, en attendant, c'est le marché qui décide. Bref, tous ces prétextes étaient bons pour échouer sur ces gros niveaux de résistance. Rien n'est pour autant remis en question, que ce soit d'ailleurs du côté positif mais également du côté négatif. On reste coincé entre MM50 daily en haut, MM20 daily en bas. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo. Si on devait s'installer en dessous des MM20 daily qui justement ont provoqué des réactions positives la semaine dernière, là, ce serait pas la même limonade. Là, ce serait pas la même limonade. Putain, je vais pas y arriver. Là, ce serait pas la même limonade au cours de ces prochains jours. Après donc avoir travaillé la semaine dernière justement à l'achat sur ces mêmes niveaux daily, après avoir attendu des réactions positives horaires, et comme je l'ai expliqué justement, c'est pour éviter d'acheter les niveaux de résistance en partant du principe que ça allait forcément aller plus haut, que le timing d'intervention, si je payais pas en bas sur les niveaux daily et que je payais en haut et que ça passe pas, et ben là je ferais des pertes. Du coup, ça a permis notamment de prendre des premiers objectifs et des seconds objectifs comme par exemple sur AVAX avec près de 20% de perf, d'autres premiers objectifs entre 4 et 6% sur d'autres cryptos, je vais pas toutes les faire, mais aussi une perte, parce que je parle aussi des pertes, hein, ça arrive, sur Sand. Et cela, j'avais justement payé lorsqu'on était proche de la même 50 daily là-haut, que je pensais qu'on allait la péter. Donc du coup, j'ai continué à accumuler de manière progressive, et dès que ça s'est invalidé, au fur et à mesure, soit des stops de protection au cours d'entrée, soit des positions qui avaient été allégées en amont. En d'autres termes, et pour faire simple, je travaille à l'achat proche de la borne basse. J'allège progressivement quand on arrive proche de la borne haute. Je continue à travailler s'il y a des nouveaux départs qui s'enclenchent, parce que j'ai toujours une vision plutôt positive à moyen et long terme sur l'ensemble des cryptos. Et si ça passe pas, je reprends du cash et je retravaille à l'achat progressivement sur les bornes basses. La pire stratégie dans ces moments-là, lorsqu'il y a des mouvements de va-et-vient, c'est d'acheter en haut parce que tout va exploser et de vendre en bas parce que bientôt c'est la fin. Toujours donc dans ce contexte-là, prendre des bénéfices partiels et ce régulièrement, ça permet d'encaisser du cash, d'en garder de côté pour continuer à avoir la main. Important aussi de sécuriser les positions rapidement et revenir à nouveau sur des replis. Acheter lorsqu'on a des signaux positifs horaires, même s'il n'y a absolument aucune certitude. C'est en tout cas ce que le marché nous propose depuis le début de l'année au moins, et c'est ce qu'il risque de nous proposer tout au long de l'année 2022. Donc soit on s'adapte, on l'accepte et on est très actif de cette manière-là, soit on patiente parce que oui, les tendances effectivement sont plutôt baissières ou neutres en daily. En horaire, ça devient un petit peu plus compliqué et à long terme, on est toujours dans des tendances haussières. Bref, globalement, on est plutôt dans l'œil du cyclone. Au milieu, donc comme je le disais au début de cette vidéo, la lessiveuse. Et la boucle est bouclée. N'oublions pas donc le like qui va bien, un grand merci à vous. Merci également à Charles qui m'aide à vulgariser un petit peu tous ces termes économiques et macro qui peuvent des fois être un peu imbitables. Merci à vous pour vos commentaires, vos likes. Très bon dimanche, très bonne semaine. À très vite et ciao. Bon du coup en fait c'est propre là. Bon, ça va mieux. Vu qu'on est dimanche, que les cryptos sont encore ouvertes, on en est où là? To the moon ou to the ground?